Voilà, bonjour à tous. Merci de vous être levés. Et je sais que c'est dur, c'est le dernier jour, c'est le troisième jour du congrès. C'est toujours un peu difficile de recommencer cette journée. On est ensemble pour une longue journée avec ce soir les conclusions par le ministre du Logement. Première table ronde, on va parler des locataires qui sont nombreux dans la salle et que je salue. Tous les 4 ans, les locataires HLM sont appelés à choisir leurs représentants au conseil d'administration ou de surveillance de leur bailleur, élections qui auront lieu cette année entre le 15 novembre et le 15 décembre. Ces élections concernent 11 millions de personnes. Or, ce rendez-vous citoyen souffre tout de même d'une certaine désaffection. Depuis plusieurs décennies, le taux de participation s'érode. À chaque scrutin, il n'était que de 16% à la dernière élection. Alors, pour lutter contre ce phénomène, parce que c'est une tradition, et puis parce que c'est parfaitement légitime, le Congrès HLN donne la parole aux associations nationales représentatives de locataires. Je vous les présente par ordre alphabétique. Éric Boineau, secrétaire du collectif des locataires de Beauval, de la Confédération syndicale des familles CSF. Michel Fréchet, président de la Confédération générale du logement. Eddy Jacquemart, président de la Confédération nationale du logement. Jean-Yves Manot, président de la Confédération Logement Cadre de Vie, la CLCV, et puis David Rousset, secrétaire général de l'association Force Ouvrière Consommation, la FOC. Alors, vous allez être interrogés sur les 4 mêmes thèmes qui vous ont été communiqués à l'avance. Enfin, vous aurez droit à un petit temps de conclusion chacun. Vous êtes 5, il y a 4 thèmes. Si vous répondez à chaque fois en 2 minutes 30, pas plus de 3 minutes, ça devrait tenir. Pas plus de 3 minutes, vraiment. De toute façon, afin que vous soyez à égalité en termes de temps de parole, vous allez voir les compteurs qui vont s'afficher à chaque fois que l'un d'entre vous prendra la parole. Ce sera décompté automatiquement et on fera en sorte, à la fin, que tout le monde ait eu à peu près le même temps de parole. Vous, le public, vous pouvez évidemment réagir par SMS. Vous connaissez le numéro, il va s'afficher derrière moi. Et vos textos s'afficheront sur les écrans. Avant d'ouvrir nos débats, je vous propose de découvrir une petite vidéo de promotion de ces élections. Elle a été réalisée par l'USH, elle est déjà sur YouTube. Elle est évidemment à votre disposition, à la disposition des organisations, mais aussi de tous les organismes HLM, diffusable autant que vous voulez. Regardez. Chers locataires HLM, les élections des locataires HLM ont lieu du 15 novembre au 15 décembre 2022. Vous pouvez voter pour désigner vos représentantes et vos représentants. Mais qui est-ce au juste? Des locataires HLM, comme vous. Ils sont locataires du même organisme HLM. Ils vivent dans le même quartier, ils prennent le même ascenseur. En fait, ils sont proches de vous. Et ça, c'est quand même plus pratique pour vous écouter et comprendre ce que vous vivez. Bon d'accord, mais que font-ils exactement? Ils écoutent vos préoccupations, vos attentes et vos avis sur votre quartier et votre immeuble, le nettoyage des escaliers, les travaux d'entretien et de rénovation, le loyer, les charges. Bref, vos représentantes et vos représentants sont là pour vous aider et défendre vos droits au conseil d'administration de votre organisme HLM. Voter, c'est agir pour la démocratie. C'est défendre vos droits et c'est améliorer votre vie de tous les jours. Alors autant bien choisir vos représentantes et vos représentants. Et comment fait-on? C'est simple et rapide. Votre organisme HLM vous écrira pour vous expliquer comment voter, par courrier, par Internet ou en vous rendant sur le lieu de vote. Élection des locataires HLM, votez. Rendez-vous sur le site Internet de votre organisme HLM. Voilà pour ce petit film de promotion de ces élections qui vous appartient évidemment en même temps que les organismes HLM de diffuser pour avoir le maximum d'électeurs parce que c'est comme ça qu'on fait vivre la démocratie évidemment dans notre pays. Alors je vais vous parler des 4 thèmes sur lesquels vous allez être interrogés. J'en fais lecture au public. Les 4 thèmes sont d'abord comment est-ce qu'on fait face à l'inflation. Deuxièmement, comment est-ce qu'on accompagne les locataires alors que les organismes sont moins nombreux et que les élus sont forcément un peu plus éloignés. Troisièmement, comment on accompagne les locataires
lors des travaux de rénovation. Et puis, quatrième thème, comment inciter les locataires justement à voter davantage aux élections de leurs représentants. On va commencer avec notre premier thème, l'inflation, l'augmentation des prix de l'énergie et des charges locatives afférentes. Quelles mesures prendre en faveur du maintien du pouvoir d'achat des locataires HLM? C'est David Rousset qui va commencer. Bonjour à tous. Écoutez, on commence par donc, ce thème sur le maintien du pouvoir d'achat et j'ai envie de répondre presque par une tautologie. La meilleure façon de maintenir le pouvoir d'achat des locataires, c'est de veiller à ce que leurs dépenses n'augmentent pas. Or, dans le budget d'un ménage, et notamment d'un locataire, le premier budget, c'est souvent le logement, et donc ça pose la question du loyer. Toutes les associations de locataires se sont exprimées pour l'idée d'un gel des loyers dans la période actuelle, vu les circonstances exceptionnelles. Ce n'est pas la voie qui a été retenue par le législateur, qui a fixé un plafond à 3,5, mais la question demeure, puisque normalement, les augmentations potentielles de loyer pour 2023, elles se décideront au début de l'année prochaine. Et il est assez logique de penser que le secteur du logement social, le secteur HLM, doit avoir une certaine exemplarité, et notamment ne pas procéder à des hausses de loyers aussi importantes, c'est-à-dire ne pas aller jusqu'à 3,5% et geler les loyers partout où ce sera possible. Parce qu'il y a quand même un paradoxe, c'est que demander à ce que l'augmentation de l'énergie soit limitée à ce qu'il y ait un plafonnement est tout à fait cohérent, et nous sommes évidemment sur cette même position, mais il faut être cohérent et conséquent avec soi-même. Il faut aussi que ce gel ou ces mesures de contrainte s'appliquent au premier poste de dépense, c'est celui des loyers. Et puis il y a peut-être un deuxième élément qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a une multitude d'aides, de plafonds, de chèques, de chèques énergie, de chèques emploi, mais on sait que derrière les aides se pose la question des fois du ciblage, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont bien ciblées sur les bonnes populations. Et puis une deuxième question qui est celle du non-recours. On sait par exemple aujourd'hui qu'il y a à peu près un tiers des gens qui ont potentiellement qui devraient toucher le RSA et qui ne le touchent pas. Pour tout un tas de raisons, la méconnaissance, la stigmatisation sociale, etc. Se posera, à mon avis, en 2023, la question d'un bilan des mesures gouvernementales qui ont été mises en place de type chèque ceci ou chèque cela, et notamment nous sommes pressés d'avoir les chiffres sur le taux d'utilisation. Et si jamais le taux d'utilisation était faible, il faudrait se poser la question de nouveaux mécanismes à mettre en place, parce que mettre en place des aides qui finalement ne se concrétisent pas, ça veut dire qu'une partie des aides demeure virtuelle et que le problème n'est pas résolu. Merci. Eddy Jacquemart. Oui, je pense que pour les habitants, aujourd'hui, la situation est dramatique et grave. Et nous, à la CNL, ce que l'on demande, ce sont des mesures d'urgence. On ne va pas attendre que les gens tombent dans la précarité. Et on interpelle donc nous, tous les acteurs du logement, à la fois donc l'Union sociale pour l'habitat, les bailleurs sociaux donc, mais aussi le gouvernement. Il est impensable aujourd'hui d'imaginer que des familles reçoivent des augmentations de charges de quelquefois 300 € mensuellement. C'est impossible à tenir. Donc nous, ce qu'on demande, c'est des mesures rapides, des suspensions de ces appels de provision, parce que sinon ça met de l'anxiogénité chez les locataires. Je rappelle quand même que les locataires sortent d'une crise pandémique, qui sont quelquefois très fragilisés, aussi bien économiquement que psychologiquement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'inquiétudes dans les familles, donc il faut qu'on puisse répondre à cette urgence sociale. Et je dois dire franchement que ce que j'entends depuis mardi, moi, ça m'inquiète beaucoup pour les familles. Et en tout cas, je peux garantir à tous les locataires HLM que les administrateurs qui siègent dans les conseils d'administration seront à la bataille pour que justement, on n'applique pas les augmentations de loyer au 1er janvier, parce que c'est quand même dramatique de pouvoir imaginer qu'on va appliquer 3,5%, voire 3,60% d'augmentation sur des loyers HLM
auprès de populations qui sont déjà en fragilité économique. Et l'État, par contre, n'est pas non plus, répond pas en fait aux demandes de l'urgence sociale. Et c'est bien dommage. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que l'État intervienne pour compenser les non-augmentations de loyers qui pourraient avoir lieu dans le secteur social. Il n'est pas normal qu'un État ne mette pas en place un bouclier pour protéger sa population de toutes les augmentations de loyers et aussi de charges. Je rappelle que les familles dans les quartiers subissent l'augmentation de l'alimentation, de l'essence, des prestations, des cantines scolaires aussi, puisque les collectivités sont en panne aussi de budget. Il y a aussi toute cette récession autour des services publics. On a des piscines qui ferment, etc. Donc il y a urgence sociale. Et moi je dis qu'il faut que les acteurs du logement, les bailleurs, les fédérations de bailleurs et l'État prennent des mesures d'urgence. Merci Eddy Jacquemart. Jean-Yves Manot. Oui, je vais sûrement vous surprendre, mais le débat du gel des loyers, nous l'avons lancé dans un entretien avec Bruno Le Maire au mois de mai 2022. Et Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, était favorable au gel des loyers, de façon générale, que ce soit le secteur privé ou le secteur social. Il y a eu, on a mis, grâce à nos interventions, ce thème dans le débat public. Il y a eu des arbitrages qui ont été faits au niveau du gouvernement avec un désaccord de la Première ministre et sans doute du Président de la République. Et donc, on est tombé sur une solution intermédiaire avec une possible augmentation des loyers suivant les calculs classiques de 6%. On est à 3,5%. C'est une demi-victoire qui n'est pas suffisante, bien évidemment, compte tenu de la réalité financière des difficultés de nos locataires et de nous tous, les uns et les autres. Et face à cela, je pense qu'il faut encore faire pression au sein des conseils d'administration par nos représentants pour voter contre toute augmentation de loyer et peut-être aller plus loin dans certaines situations. Notamment, nous, la CLCV, nous réclamons une baisse de loyer de 25% pour les catégories F et G en matière thermique. Car il est inadmissible que les locataires supportent effectivement l'envolée des prix de l'énergie dans des appartements qui n'ont pas fait l'objet de la moindre rénovation au cours des 20 dernières années. C'est absolument impensable. Et puis, on peut rentrer dans les détails aussi de changement des grilles-pains qui ont 40 ans d'existence dans les appartements. Tout ceci n'est pas supportable par rapport à la facture de l'énergie, et donc ça pèse énormément sur le pouvoir d'achat. Vous savez, le gouvernement a décidé d'avoir une mesure exceptionnelle de 100 €, 200 € de chèque énergie sur 12 millions de foyers. Ça veut dire qu'un tiers de la population en France est considérée par le gouvernement d'avoir besoin d'une aide sociale. C'est dire le déclassement social de la société. Et à ce moment, au point où nous en sommes, nous sommes à la limite de l'explosion sociale. Je pense qu'il faut, y compris que les conseils d'administration, les présidents, les directeurs prennent bien conscience de ça, y compris de leur responsabilité par rapport au mouvement social qui peut naître, compte tenu des difficultés. Certains bailleurs estiment qu'aujourd'hui, 30% de leurs locataires ne pourront plus payer leur loyer. Et donc, bien évidemment, certains prennent des initiatives de savoir, avec un fonds de solidarité pour l'énergie. C'est trop long, c'est ça? Vous avez atteint les 3 minutes, il faut respecter la règle, Jean-Yves Manot, mais vous aurez évidemment à nouveau évidemment la parole plus tard sur d'autres thématiques. Éric Boineau, sur cette question de l'inflation et du pouvoir d'achat. Alors, en complément, ce que nous voudrions faire remonter ici, c'est qu'effectivement, face à une situation de plus en plus contraignante pour les locataires, en particulier sur tous les aspects énergétiques, il est bien évident qu'il faut, et
et on soutient toutes les rénovations et tout ce qui peut être mis en place pour éviter que ces coûts impactent aussi fortement qu'il ne l'est actuellement, et on ne sait pas jusqu'où on va, les locataires. Alors, je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est vrai qu'un kilowattheure qui n'est pas cher ou qui est bon marché, ben, effectivement, c'est le kilowattheure, soit qui est économisé, soit qui n'est pas utilisé. Donc la rénovation et la remise en état du parc immobilier, forcément, ça fait partie de tous des éléments et ça vient en complément de ce qui a pu être dit auparavant et auquel nous souscrivons bien évidemment. Alors, je voudrais juste aussi rajouter une chose, c'est qu'on assiste quand même à une forte fragilisation de la population des locataires. Cette fragilisation, forcément, elle est liée à un pouvoir d'achat qui se diminue, à des contraintes qui sont de plus en plus fortes, à la fois à travers les charges et puis également par le coût de la vie. Et ce qui me semble important, c'est qu'il faut aussi penser à traiter tous ces aspects qui amènent une partie de la population des locataires vers l'exclusion. Et peut-être qu'il faut aussi, et là je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut que tout le monde, tous les acteurs aient une action qui soit prépondérante et active pour essayer de réduire cette fracture et effectivement cette exclusion. Alors après, il faut engager, et c'est peut-être le travail aussi, et c'est le travail que font les associations sur le terrain, c'est d'avoir, que ce soit au sein des conseils d'administration, mais des CCL, c'est aussi de pouvoir défendre et peut-être d'être innovant en présentant des moratoires pour essayer de soutenir tous nos locataires. Voilà, merci. Merci Michel Fréchet. Vous pouvez évidemment applaudir si vous le souhaitez. Deuxième thème de cette table ronde, j'aimerais qu'on parle finalement de vos relations aux locataires. La réorganisation du maillage des HLM est en train d'entraîner une réduction du nombre des organismes et donc du nombre d'administrateurs locataires. Ces derniers, du coup, connaissent moins bien le patrimoine et les locataires qu'ils représentent. Comment est-ce que vous voyez, vous, l'accompagnement des locataires et cet accompagnement par vos associations dans ce contexte? On va commencer avec Eddy Jacquemart sur cette question. Je savais que vous m'en vouliez. Michel Fréchet, c'est le dernier jour, vous voyez. Je m'excuse. Donc, évidemment, on veut vous entendre sur cette problématique et vraiment, je vous prie d'accepter toutes mes excuses. Alors, j'aurai droit à tout. Je passe le dernier, donc c'est compliqué de passer le dernier, hein, parce que les autres ont déjà tout dit. Et en plus, vous me censurez. Alors, revenons-en à nos moutons. Se pose la question des loyers, du niveau de loyer se pose. Elle se poserait beaucoup moins si l'État ne s'était pas désengagé du financement du logement social depuis un certain nombre d'années. Parce que chacun sait que plus l'État met d'argent au pot lorsqu'on construit un immeuble, moins les organismes doivent emprunter d'argent et donc moins les loyers des locataires sont élevés. Et donc, ce désengagement de l'État a des conséquences, et on le voit, c'est que pour les nouveaux programmes, par exemple, eh bien, les loyers sont très élevés et trop élevés pour une bonne partie de la population du secteur HLM. Ce qui a des conséquences dramatiques, c'est qu'on ne peut mettre dans ces nouveaux programmes que des gens qui ont, dit-on, les moyens de payer leur loyer, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non, on crée des ghettos. Alors, je ne vais pas dire qu'on crée des ghettos de riches, hein, parce que dans le secteur HLM, les riches qui payent les impôts sur la grande fortune, je n'en ai jamais rencontré. Mais néanmoins, on arrive à une situation où on met dans les nouveaux logements des gens qui sont qui ont des revenus un petit peu plus élevés que la moyenne, et on met dans les logements anciens où les loyers sont moins élevés, eh bien, les gens qui ont les plus faibles revenus. Et c'est comme ça qu'on crée des ghettos, et c'est comme ça qu'il y a ensuite des problèmes dans les quartiers, etc., etc. Donc, le désengagement de l'État, selon nous à la CGL, c'est le premier responsable du niveau des loyers actuels. Maintenant, passons aux charges locatives. Même chose pour les charges locatives. On a vu au fil des années se modifier, sans trop en parler d'ailleurs,
le décret charge, par exemple, je vais vous citer un exemple sur les directeurs, enfin ceux qui suivent les gardiens, etc. Il y a plusieurs années, ces gens-là, le salaire de ces gens-là n'était pas en partie récupérable. Aujourd'hui, il l'est, tout simplement parce qu'on a modifié la loi sur les charges locatives, mais sans en parler beaucoup, hein, mais petit à petit, on a modifié le décret charges, ce qui fait qu'aujourd'hui, on finit par avoir des charges très élevées. Et là aussi, c'est la responsabilité de l'État de réintervenir au niveau des charges locatives pour que tel ou tel secteur des charges ne soit pas récupérable sur les locataires. Et on aurait déjà résolu une partie du problème. Pour le reste, eh bien, dans la situation actuelle, il nous semble qu'il faut une intervention massive de l'État. Alors, je n'entrerai pas dans le détail, puisque mes collègues en ont parlé, mais sans intervention massive de l'État, et Eddy Jacquemart l'a souligné tout à l'heure, on se dirige... C'est la fin, là? Bah oui, c'est la fin. Vous allez dire que je vous en veux, hein, parce qu'en plus, je vous empêche de parler, bon, et puis après, je vous coupe le sifflet, mais... Les 3 minutes sont passées, voilà, c'est la règle. Alors, deuxième thème, donc on va parler de vos relations aux locataires. Comment faire pour retisser ce lien? Premier à s'exprimer, Eddy Jacquemart, pareil, sur 3 minutes. Moi, je veux alerter les locataires HLM sur le désastre qu'a provoqué la loi Elan. Je rappelle que cette loi Elan a obligé donc à une réorganisation forcée du monde HLM, avec une disparition de beaucoup d'organismes, de transformation, avec encore des luttes qui sont en cours aujourd'hui pour qu'on maintienne la proximité entre l'organisme et le locataire. Concrètement, en 2018, la CNL, elle avait un bataillon de 605 élus dans tous ces organismes, quelle que soit la famille, et on en a perdu 100. Pas qu'ils se soient sauvés, mais qui ont disparu parce que leur organisme a disparu. Et nous, là-dessus, alors je vais être clair, si on ne demande pas, si on n'obtient pas à ce que dans les conseils d'administration, qui sont maintenant quelquefois avec des nombres de logements énormes, on a des 50 000, 70 000 logements, comment peut-on faire quand on est administrateur d'un organisme mastodonte pour véritablement aider les locataires au quotidien? Nous, on demande à la CNL que les conseils d'administration soient composés d'un tiers d'élus représentant des locataires. Ça, c'est la première demande. Et ensuite, parce que là aussi, toutes les décisions du conseil d'administration concernent le quotidien des habitants. Et quelquefois, évidemment, et c'est pour ça quelquefois qu'on a les gens se disent pourquoi on va aller voter, parce que finalement les décisions toxiques passent quand même. Eh bien moi je demande que dans les conseils d'administration, on puisse avoir le droit de veto sur les décisions importantes qui concernent l'avenir des organismes HLM. Merci. Merci à vous, Eddy Jacquemart. Michel Fréchet, vous parlez en deux. Alors, je suis embêté là parce que mon voisin a chauffé la salle. Il va falloir que je continue sur le même sujet. Le regroupement des organismes HLM, hier je lisais les documents qui nous ont été distribués quand on est arrivé au Congrès, avec ce petit triptyque qui donne le nombre d'organismes par famille. Je savais que ça avait fortement diminué, mais je n'imaginais pas que ça avait diminué autant. Aussi bien aujourd'hui dans la famille des offices d'HLM que dans celle des SA d'HLM, moi j'appelle ça les SA d'HLM, hein, même si eux ils appellent ça les entreprises sociales de l'habitat, légalement ce sont des SA d'HLM. On en est rendu dans chacune de ces deux catégories, si je me souviens bien, à 20 et quelques organismes à chaque fois, alors qu'il y a plusieurs années, on dépassait les 200 organismes par famille. Donc là, on voit l'ampleur du regroupement, et ce sont souvent des regroupements qui ont été forcés, contraints par l'État, qui en a profité d'ailleurs pour
essayer de mettre, et il y est parvenu, les organismes qui avaient des difficultés financières avec des organismes qui n'avaient pas de difficultés financières, ce qui fait que les locataires des organismes qui n'avaient pas de difficultés financières, eh bien, ont payé pour les organismes qui avaient des difficultés financières, ce qui est quand même absolument anormal et scandaleux. Il faut dire aussi qu'il y a des organismes qui ne sont pas très bien gérés, hein, je le dis. Il y en a d'autres qui dégagent des excédents de recettes. Il n'y en a pas des masses, mais il y en a qui pourraient sans aucun problème baisser les loyers. Ils ne le font pas parce que ça n'est pas dans la tradition, mais il faudrait qu'ils le fassent. Il faudrait que nos administrateurs, toutes tendances confondues, se mobilisent pour demander aux bailleurs qui dégagent des excédents de recettes, je le répète, il y en a, pour qu'ils baissent leur loyer. Alors quand je dis des excédents de recettes, je veux dire par là pour les organismes qui réalisent chaque année, hein, pas une fois tous les 10 ans, mais chaque année, des excédents de recettes. Et je le répète, il y en a. Ils ne sont pas excessivement nombreux, mais ils existent. Alors après, le regroupement proprement dit des organismes HLM, sur le fait de créer des organismes importants, nous n'avons jamais été contre à la CGL, à condition que tout cela soit augmenté par tout cela se fasse concurremment avec le recrutement d'agents de proximité pour suivre les locataires. Parce que si le regroupement des organismes HLM, et c'est dans cet état d'esprit que les choses ont été faites, si le regroupement des organismes HLM se traduit par des économies d'échelle, comme ils disent tous, eh bien, ça veut dire que ce contact de proximité avec les locataires n'existe plus ou existe moins, et ça donne de l'insatisfaction. Merci beaucoup, Michel Fréchet. Décidément, j'ai pas de chance. Troisième à s'exprimer, Jean-Yves Manot. Oui, le problème du rassemblement des organismes atteint parfois des caricatures absolues. Je prends un exemple, CDC Habitat Social. Il y a 4 ans, il y avait 13 élections sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, il y avait donc, nous avions CLCV, 11 représentants dans les conseils d'administration. Aujourd'hui, il y a une élection et nous espérons avoir évidemment un représentant. On voit bien que quelque chose ne fonctionne pas, que les rassemblements à ce point-là, sans cohérence territoriale, c'est vrai pour le CDC Habitat, mais c'est vrai aussi pour le groupe Action Logement, qui se répartit sur l'ensemble du territoire sans cohérence géographique. On voit bien qu'il y a des difficultés. Pour autant, nos représentants, nos élus, ne sont pas seuls au monde. L'organisation que nous sommes les soutient, les accompagne et a des relais sur le terrain, bien évidemment. Et nous pensons qu'à travers les conseils de concertation locative qui de toute façon soient développés sur l'ensemble du territoire, au plus proche des habitants, c'est là où l'expression possible de la difficulté des locataires doit s'exprimer. Et je pense qu'il y a le développement de groupements de locataires par ensemble immobilier et avec la réunion régulière de l'ensemble de ces acteurs au quotidien des difficultés potentielles, mais pas que des difficultés, aussi de la vie, de la convivialité, de la solidarité, de l'animation permanente de l'ensemble des ensembles immobiliers, font que c'est aussi la force vive que représentent les locataires, leurs représentants et le dynamisme des organisations. Donc je pense qu'il faut veiller, me semble-t-il, à ramener les structures avec un développement, qu'on le veuille ou non, des agences locales beaucoup plus importantes. Vous savez, je pense que la concentration entraînera, qu'on le veuille ou non, un retour en arrière par nécessité pour être plus proche de la difficulté des locataires. Merci Jean-Yves Manot. Éric Boineau. Alors une fois qu'on a fait le constat de l'éloignement et de la diminution de la présence des bailleurs ou des grands groupes par rapport à la répartition sur le territoire des locataires,
ou des résidences, il est bien évident qu'on comprend qu'il y a un éloignement et une réduction également de la prise en compte et du traitement, surtout des différentes situations des locataires. Alors, pour y remédier, il n'y a pas 36 solutions. La première, c'est effectivement de développer et d'accentuer la proximité. Il faut remettre de l'humain dans tout ça, parce que bien souvent, ce que l'on constate sur ces regroupements, c'est que, comme ça a été dit, il y a de la mutualisation, il y a de la volonté de la réduction de coûts, etc. Et donc, on réduit forcément la présence sur le terrain. Ben, nous, ce que nous réclamons et ce que nous demandons, c'est ça. C'est plus de proximité, plus de présence sur le terrain pour répondre aux véritables attentes et aux véritables besoins des locataires. Voilà. Et puis également, ce qu'il faut, et là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord ici, hein, c'est que la présence des représentants, des administrateurs, des associations de locataires, elle doit être augmentée au sein des conseils d'administration. C'est insupportable de savoir que vous participez à un conseil d'administration, vous votez non à quelque chose, mais finalement, quand vous avez en face de vous 14 ou 15 membres qui, eux, vont dans l'autre sens et votent oui, on peut se poser la question, effectivement, de la pertinence d'un nombre aussi peu important de représentants de locataires. Le locataire, c'est un humain. Le locataire, il a besoin. Il a besoin de ses bailleurs, il a besoin, bien évidemment, hein, il a besoin d'avoir un suivi, une attention, d'être écouté. Et il n'y a que la proximité et effectivement cette représentation au sein des conseils d'administration plus importantes qui pourrait être une solution, à ces situations. Merci. Merci beaucoup Éric Boineau. David Rousset. Beaucoup de choses ont été dites, mais on part d'un constat qui semble aller de soi et qui pourtant est un constat un peu absurde. Moins d'organismes se traduit par moins d'administrateurs. Mais si on prend le temps d'y réfléchir, il aurait fallu faire l'inverse. Puisqu'il y a moins d'organismes, il faut plus d'administrateurs pour faire le lien. Puisque la taille des organismes les éloigne et entraîne un affaiblissement de la proximité et du dialogue et de l'écoute des locataires. Je dis bien des locataires et pas des clients. Précisément, les représentants des locataires, qu'ils soient élus ou pas, permettent de faire le lien et de tisser, de la citoyenneté. Si le nombre d'organismes se réduit et que le nombre d'administrateurs se réduit par voie de conséquence, on a, l'équation est ainsi faite que ça aboutit forcément à un affaiblissement généralisé du modèle qui est le nôtre, et j'ai envie de dire qu'il y a quand même un caractère un peu républicain, mais je pense qu'on en parlera au moment des élections. Donc pour ce qui nous concerne, à la FOC, nous pensons qu'au contraire, il faut qu'il y ait un renforcement du nombre d'administrateurs, et un renforcement d'autant plus important que la taille des groupes augmente. Ça, j'ai envie de dire, c'est pour le côté un peu quantitatif, la quantité. Mais il y a aussi une dimension qualitative. Avoir des administrateurs, des représentants, même en avoir plus, c'est une bonne chose, mais il faut qu'ils aient les moyens qui vont avec. Parce que sinon, dans des structures, il y a une technicité de plus en plus forte. Des paramètres que les élus et les représentants doivent gérer de plus en plus complexes. Or, on est toujours en attente d'actions concrètes de la part des pouvoirs publics, mais aussi de la part des bailleurs, sur ce qu'on appelle dans notre jargon d'association de locataires, la valorisation du bénévolat. Des associations de locataires performantes, c'est des associations de locataires qui ont les moyens. Et il serait assez logique que le bénévolat soit mieux pris en compte, aussi bien, encore une fois, par les bailleurs que par les pouvoirs publics. Nous en avons parlé encore récemment au ministre du Logement, et on a bon espoir que quelque chose finisse par bouger, parce que c'est quelque chose qui revient cycliquement, mais sur lesquels peu de choses avancent. L'une des pistes qui a notre préférence, c'est le fait que, par exemple, pour favoriser l'investissement des locataires qui sont en situation de vie active, des locataires salariés, il y ait la possibilité que les heures passées sur le temps de travail soient naturellement compensées, puisqu'aujourd'hui, un représentant des locataires qui est salarié, s'il passe une demi-journée sur le terrain ou en réunion, c'est une demi-journée de salaire de perdu. À ce moment-là, c'est plus du militantisme, c'est du sacrifice, et le sacrifice, ça ne sert pas à grand-chose.
Merci beaucoup. David Rousset, on passe tout de suite à notre troisième thème et je vous demanderai d'être un peu plus court pour qu'on puisse tenir dans le timing évidemment de cette journée qui est très serrée. On va parler des travaux. Hein. Les réhabilitations énergétiques entraînent des travaux lourds et longs dans les logements et dans les résidences. Les opérations se multiplient. Alors c'est très bien pour la défense de la planète, mais la pénurie de matériaux a pu allonger la durée de certains chantiers. Quelles mesures prendre pour maintenir la qualité de service pour les occupants pendant les travaux? Je vous demanderai de me faire des réponses en 2 minutes. On commence avec vous, Éric Boineau. Alors déjà, on va commencer par le début. Donc, un bon projet, un projet bien préparé, c'est un projet de réhabilitation, de rénovation qui sera bien réalisé. Donc, la nécessité de l'intervention et de la concertation en amont, que ce soit avec les intervenants qui interviennent sur le terrain pour la construction ou l'aménagement ou la rénovation, elle doit se faire avec les locataires. Bon. Ensuite, alors, il y a différents aspects sur la réhabilitation. Nous, sur un exemple concret, ce que l'on pourrait dire, c'est que j'aurais tendance à dire que toute réhabilitation en milieu ouvert, stop, il faut arrêter là. C'est une telle contrainte et c'est une telle horreur pour les locataires de subir ce qu'ils doivent subir. Alors, bien évidemment, ça dépend de la hiérarchie ou de l'importance de la réhabilitation, mais quand vous faites un travail de rénovation, de réhabilitation thermique, plus des ajouts d'étages, etc., c'est insupportable pour les locataires. Et donc, pour résoudre tout ça, il n'y a pas de 36 solutions, il faut absolument accentuer la concertation avec les locataires sur le terrain. Donc, il faut que les bailleurs, il faut que les intervenants soient présents sur le terrain, qu'il y ait une communication, qu'il y ait un véritable dialogue, et puis surtout qu'il y ait une véritable prise en compte et une écoute de ce que disent les locataires. Les locataires, eux, ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils ont envie dans leur résidence, comment ils le veulent et par quels moyens. Voilà. Donc, la réhabilitation, la rénovation, ce n'est pas neutre. Il faut le prendre en compte et il faut surtout rester à l'écoute de nos locataires. Merci. Merci beaucoup, Éric Boineau. David Rousset, 2 minutes. La réhabilitation énergétique, c'est le concentré de tout un tas de problématiques, y compris une qu'on a déjà évoquée au début, qui est la question du pouvoir d'achat. C'est une priorité de l'État. La transition énergétique est même une priorité européenne, l'une des 2 qui a été fixée par le plan d'urgence européen et les crédits qui vont avec. Et pourtant, il y a quelque chose qui cloche, c'est que dans les faits, ça se traduit pour les locataires de manière extrêmement variée et parfois un peu inquiétante. Une inquiétude par rapport à d'éventuelles hausses de loyers ou de charges qui suivront. Donc, je dirais à un bailleur qui entame des grands travaux énergétiques de bien veiller à expliquer dès le début ce que ça coûtera ou ce que ça ne coûtera pas, et notamment aux locataires, que ce soit sur son loyer, que ce soit sur ses charges, ou que ce soit sur la 3e ligne. Puisque aujourd'hui, on est dans une situation où une grande partie de ces rénovations sont payées par les locataires. Donc elles sont vues comme quelque chose d'inquiétude, et elles sont vues aussi de manière potentiellement punitive. Je rappelle que dans ce pays, il y a encore 4 ans, la simple perspective d'une hausse, à l'époque importante, mais aujourd'hui minime, du prix de l'essence, a enflammé le pays comme un baril de poudre. Il faut qu'il y ait dans cette histoire de rénovation énergétique de la compréhension de la part des locataires, et il n'y a pas de compréhension sans information, et il faut qu'il y ait le financement de l'État qui aille avec et qui fasse que, in fine, ce ne soit pas aux organismes de payer la rénovation, parce que derrière les organismes, en bout de chaîne, celui qu'on trouve, c'est le locataire. Et ça, tant qu'il n'y a pas de réinvestissement financier de l'État à hauteur de ce que ça devrait être, il y aura un problème insurmontable. Merci beaucoup, David Rousset. Michel Fréchet, vous êtes le 3e à vous exprimer sur cette thématique. Et 2 minutes également. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire que pour nous, à la CGL, la rénovation énergétique telle qu'elle est faite, c'est un véritable scandale. C'est un véritable scandale qui fait qu'il faut impérativement, sinon ce sera du blabla éternellement, il faut impérativement revoir la législation là-dessus. Il faut revoir la législation concernant la participation des locataires à la conception de cette rénovation.
la plupart du temps, les locataires ont comme seul choix celui de la couleur, des halls d'entrée ou je ne sais quoi, mais sur la totalité de cette rénovation, ils n'ont pas de mot à dire, quoi qu'en disent les bailleurs. Donc il faut revoir la législation là-dessus et il faut donner aux locataires la possibilité d'un droit de veto sur telle ou telle chose prévue dans la rénovation, tout ceci s'encadrant bien entendu dans le plan de financement. Deuxième chose, c'est un véritable scandale par la façon dont ces réhabilitations sont assurées par les prestataires qui interviennent sur les sites. Là encore, dans de trop nombreux cas, ils font n'importe quoi. Et ils font n'importe quoi, non pas parce que ce sont de mauvais travailleurs, mais tout simplement parce qu'on prend des gens qui ne sont pas formés, qui ne savent pas monter correctement un mur ou placer correctement une fenêtre, ce qui fait qu'après, eh bien, il y a des problèmes. Et j'entends de très nombreuses fois des locataires se plaindre en disant « mais regardez ce qu'ils m'ont fait dans mon appartement, regardez les fenêtres, il y a de l'air qui passe à travers, etc. etc. » Vous connaissez tout ça aussi bien que moi. Ça aussi, ça n'est plus possible. Il faut modifier encore la législation là-dessus. Et troisième chose, juste 10 secondes, il faut réfléchir aussi à une modification de la législation sur l'assurance dommage-ouvrage, qui là encore est un véritable scandale. Ça dure des années et en attendant, pendant que ça dure, les locataires attendent et ils continuent à avoir des moisissures dans leur appartement. On leur dit l'assurance n'est toujours pas passée. Donc là aussi, il faut une réforme législative. Merci beaucoup. Michel Fréchet, Jean-Yves Manot. Oui, grands travaux, grandes rénovations nécessitent de la concertation et des options différentes qui sont offertes à chaque locataire, bien évidemment. En même temps, on voit bien l'immensité des chantiers engagés. Nous avons tous l'expérience de qualité de travaux absolument lamentable, parce qu'il n'y a pas de suivi de chantier de la part des bailleurs, des contrôles techniques permanents qui font qu'aujourd'hui, on dépense beaucoup pour des résultats médiocres, même à recommencer. Quand on sait tous qu'il y a des rénovations d'il y a 10 ans, il faut déjà les recommencer. Donc il y a un problème de fond, de qualité, il y a un problème de financement global de la rénovation. Et là aussi, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays quand on consacre 2,8 milliards d'euros à la prime rénov pour le secteur privé. Je pense que cet après-midi, le ministre va annoncer 200 millions pour le monde HLM, pour la rénovation thermique. On voit bien qu'il y a un gros problème de capacité financière et je dirais qu'on le veuille ou non, les locataires paient la rénovation de par leur loyer historique, etc. Et de toute façon, pour faire accepter cela par les locataires, je pense qu'il y a un critère qu'il faut rappeler à l'ensemble des décideurs. Est-ce que vous accepteriez chez vous les inconvénients que nous subissons ou pas dans la réalisation des travaux? Je pense que c'est je pense que c'est une expression qui correspond à la réalité, car trop souvent, on impose tout et n'importe quoi. L'appartement qui a été rénové par le locataire, qui est bien entretenu, etc. Je veux dire, on démolit tout, etc. Un petit mot supplémentaire, important. Je pense que en milieu occupé, la rénovation thermique doit se traduire par des abattements de loyer pendant la durée des travaux. Merci beaucoup, Jean-Yves Manot. Eddy Jacquemart, vous êtes le dernier à vous exprimer sur cette thématique. Oui, sur la rénovation, donc c'est évidemment, ça touche le quotidien des habitants et il est inconcevable qu'ils ne puissent pas co-décider, puisque moi je vais au-delà de la concertation, je vais donc sur la codécision, donc sur les choix qui vont être faits dans l'habitat même des locataires. Et je suis content que certains de mes collègues reprennent l'idée du veto de la CNL pour justement interdire des choses sur lesquelles les gens n'ont pas envie. Et donc, je pense que c'est important d'avoir ce sujet-là en tête. Et
je dois dire que dans le quotidien et dans le réel de la vie, je crois que c'est une belle occasion aussi pour les locataires de se mobiliser ensemble pour obtenir justement une réhabilitation de qualité. Et hier, on a demandé, la CNL a demandé, en mesure d'urgence, et je fais le lien avec la première question sur le pouvoir d'achat, la CNL a demandé au ministre que, vu la situation compliquée, qu'il y ait la suspension pendant 3 ans de l'application de la 3e ligne. Vous savez que Madame Boutin, en 2009, a demandé donc une participation financière aux locataires pendant 15 ans, où ils doivent payer donc en fait une partie des travaux. Eh bien nous, on demande instamment aux ministres et aussi aux parlementaires d'agir sur cette question pour qu'il y ait une suspension de la 3e ligne et voire même une abolition de cette 3e ligne qui est un scandale puisque nous avons en fait pendant des années payé des loyers très chers et aujourd'hui on veut nous faire payer encore de la réhabilitation. C'est scandaleux. Merci beaucoup, Eddy Jacquemart. On arrive à notre dernier thème et sur cette dernière question, je vous demanderai d'être encore plus concis, de répondre en 1 minute 30. Je voudrais qu'on parle finalement de vos liens avec les locataires. Le taux de participation aux élections se détériore, je le disais en introduction, 16% seulement lors des élections de 2018. Qu'est-ce que vous diriez à un locataire HLM pour le convaincre de venir voter à ces élections qui sont des élections importantes? Le premier à s'exprimer, c'est Jean-Yves Manot. Oui, et sur ce sujet-là, vous êtes journaliste et vous avez une responsabilité. Moi, je réponds bien volontiers à votre invitation au moment des élections à venir expliquer dans votre émission l'importance des élections HLM. Et ce qui est vrai au niveau national est vrai aussi par nos administrateurs, candidats sur l'ensemble du réseau, de tous les médias, etc. Ce n'est que par ce biais-là qu'il y ait une participation extrêmement plus importante et indispensable. Pourquoi? Parce que par ce biais-là, bien évidemment, la communication est plus importante et en même temps, la représentativité de par l'augmentation du nombre de participants, d'électeurs, ne sera pas contestable parce que malheureusement, aujourd'hui, certains bailleurs contestent la représentativité des organisations compte tenu de la faible participation aux élections. Donc, vous, médias, vous avez une responsabilité et je réponds bien volontiers à votre invitation. Merci. Jean-Yves Manot, merci. Et le message est parfaitement passé. David Rousset, vous êtes le deuxième à vous exprimer sur cette dernière thématique. Bon, l'abstention est un phénomène complexe qui ne touche pas que le monde HLM, loin s'en faut. Grosso modo, il n'y a à peu près aucune élection dans ce pays qui ne connaisse pas une abstention qui progresse, que ce soit les élections de parents d'élèves, les élections professionnelles, évidemment les élections politiques. La composition du parc social fait qu'en plus, il y a des prédispositions pour une abstention. Alors, il y a une mobilisation actuellement faite par le ministère pour essayer, avec une campagne de communication, de faire progresser un peu, de faire revenir la participation de 16%, ce qui a été en 2018, à 20% en 2020. C'est l'objectif, en 2014. C'est l'objectif qu'on s'est assigné, mais on voit bien que passer de 16 à 20% de participation, ça reste quand même dans l'épaisseur du trait et qu'on ne s'attaque pas aux causes structurelles, aux causes profondes. On verra bien le résultat qui va être le nôtre d'ici quelques mois, mais dans l'hypothèse où on veuille un jour essayer de prendre le mal à la racine et de ne pas dire qu'après tout, contre l'abstention, on a tout essayé. Nous, à la fois, qu'on aime bien des fois se pencher sur des mécanismes complexes et regarder ce qui se fait à l'étranger. Et nous avons vu que dans certains pays, notamment sur le continent américain, ont été menées ici ou là des expériences qui méritent qu'on se pose la question de les traduire. J'en donne une, elle est très simple, vous allez voir, elle va forcément susciter des réactions. Elle est de dire, puisqu'il faut renouer avec voire même faire l'apprentissage du vote, que chaque locataire qui vote aura, le mois suivant le scrutin, 30, 40 ou 50 € en moins sur sa quittance. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître un rebousse-poil. Moi, j'attends ceux qui ont de meilleures idées
qu'ils les mettent en pratique et on verra bien. Ça a été mené dans des quartiers, notamment aux États-Unis, avec beaucoup de pauvreté. Et c'est quelque chose qu'il faudra peut-être tester, mais j'imagine que nous en reparlerons dans 4 ans lors de notre proposition qu'on a entendue. Merci infiniment, David Rousset. Éric Boineau, vous êtes un peu en retard en termes de timing. Donc je peux prendre plus de temps. Vous pouvez prendre un peu plus de temps. Je vous remercie. Non, en fait, alors ce qui est important, c'est que face à ce phénomène qui, comme ça a été répété, ou ça a été dit, on est face à une situation d'absentéisme qui est quand même assez importante. La solution, elle est simple encore. La solution, elle se trouve au cœur des résidences, elle se trouve sur le terrain, elle se trouve par la présence et l'action de nos représentants ou de nos candidats. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que à la CSF, on est une confédération des familles, on est là pour créer du lien, on est là pour mettre l'humain en avant, et également, le message qu'il faut arriver à faire passer, que l'on veut faire passer, que l'on fera passer, c'est qu'effectivement, nous sommes habitués et habilités, il y a une forme de légitimité pour pouvoir traiter avec les bailleurs, pour pouvoir leur faire passer des messages, pour défendre le droit et porter la voix des locataires. Donc, là encore, les solutions, elles existent, mais elles passent forcément par une présence, par une action, par une légitimité et par un engagement de l'ensemble des représentants et de nos adhérents ou adhérentes sur le terrain. Je vous remercie. Merci à vous, Michel Fréchet. Et Eddy Jacquemart, vous êtes le dernier à vous exprimer. Alors je vais essayer d'être très très court puisque j'ai du temps en quelque sorte de trop là. Première chose, c'est à vous le journaliste que je m'adresse. Vous animez une émission sur France Info, Les Informés. Eh bien écoutez, je vous propose d'inviter les 5 organisations nationales un soir à votre émission. Et vous participerez à l'augmentation probablement du pourcentage de participation des locataires aux élections HLM. Deuxième chose, le petit film que vous avez passé tout à l'heure, moi je le trouve très bien. C'est ce genre de film qu'il faudrait passer dans les télévisions, par exemple. Mais pour qu'on en arrive là, eh bien, il faut que l'État mette l'argent au porte-monnaie. Et donc, ça me permet de dire qu'il faut que l'État intervienne très fortement sur le plan financier pour qu'enfin, on ait régulièrement des pubs pendant la période électorale dans les médias audiovisuels et surtout dans les médias télévisuels. J'arrête là. Merci à vous, Michel Fréchet. Eddy Jacquemart. Alors, Pinel, de Normandie, Vargon, Klein sont les noms des ministres auprès desquels la CNL n'a cessé de clamer que la démocratie n'avait pas de prix, qu'il fallait en effet mettre des moyens dans la communication. Parce que là, on est quand même dans le paradoxe complet où on reproche presque aux associations de locataires de ne pas être connues et reconnues sur le terrain, mais on ne donne pas de moyens d'information pour la communication. J'ai personnellement demandé plusieurs fois à ces ministres d'avoir une campagne d'information télévisée. Et oui, les locataires HLM représentent 11 millions d'habitants dans ce pays. Et il me semble bien qu'avec tout ce qu'on a entendu, notamment dans la dernière campagne électorale qui s'est passée en 2022, avec des candidats à l'élection présidentielle qui ont osé stigmatiser le parc social, eh bien moi je demande qu'il y ait une campagne de réhabilitation de l'image des HLM dans notre pays par le biais d'une belle campagne d'information télévisuelle. Et oui, les spots télé, ça coûte cher, mais je crois que la démocratie, je le redis, n'a pas de prix. Voilà. Merci à vous, Eddy Jacquemart. Voilà, on arrive au terme de notre débat. Alors, un petit coup d'œil sur les chronos. On a une des personnalités, Éric Boineau, qui est un peu en retard. Donc, je vais vous demander, Éric Boineau, si vous avez quelques mots de conclusion. Alors oui, effectivement, je vais rebondir et je vais continuer sur le dernier thème qu'on vient d'aborder. Parce qu'effectivement, il est fondamental. Les locataires, ils ont tous droit à la parole. Les locataires, ils ont tous droit à une défense de leurs intérêts. Alors, je suis désolé, mais ça va être quand même encore un peu court, un peu sec, mais voilà.
Parce qu'il faut que vos représentants de locataires défendent vos intérêts. Parce qu'il faut que vos représentants de locataires soient présents dans les instances représentatives, dans la gouvernance de vos bailleurs. Et aussi, et c'est important, parce que voter, c'est choisir, c'est s'exprimer. Alors, pour toutes ces raisons, hein, et parce que vous avez également des représentants qui sont à vos côtés, qui vivent le même quotidien que vous, ils sont habitués à supporter ou à endurer les mêmes difficultés et à essayer de trouver des solutions. Pour toutes ces raisons, voilà, mon discours à moi, il va être très simple sur le terrain, c'est voter. Alors bien évidemment, voter pour la CSF, mais surtout voter. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Eddy Jacquemart, je vous accorde 1 minute 30 de conclusion pour refaire les niveaux, si vous voulez. Moi, je pense que les locataires HLM, cette année particulièrement, doivent se mobiliser pour aller voter pour des représentants dans les conseils d'administration qui vont savoir défendre leurs intérêts au mieux. Les femmes et les hommes de la CNL, ce ne sont pas des experts du logement, mais ce sont des experts du quotidien, qui savent exactement et qui vivent les mêmes choses qu'eux et qui savent ce qu'ils ont besoin. Donc je crois que, moi je me souviens, j'étais pas né, mais en 1916, les femmes qui ont obtenu donc, le moratoire des loyers pendant la Première Guerre mondiale, cette tradition-là qu'à la CNL nous avons continué, et je pense que véritablement, voter en tout cas pour des représentants CNL, je crois que c'est un gage de garantie, de savoir que vous serez bien défendus dans les conseils d'administration. Et surtout, ce qu'il faut aussi, c'est que les locataires se mobilisent entre eux, s'organisent pour porter aussi et aider l'administrateur à obtenir auprès des bailleurs sociaux et aussi des gouvernants qu'on puisse obtenir donc, les revendications que l'on porte depuis des années pour qu'enfin le droit des habitants soit reconnu dans ce pays et qu'on puisse véritablement vivre dignement dans les HLM. Merci beaucoup, Eddy Jacquemart. Jean-Yves Manot, si vous voulez 50 secondes, je vous les accorde. Tout simplement, je pense que les élections sont un moment important où la participation des locataires est indispensable. En même temps, la vision que nous avons de représentants au conseil d'administration ne peut pas être que négative ou porteur des difficultés. Je dirais qu'à la limite, le locataire doit bien intégrer que nous pouvons construire ensemble une convivialité de l'immeuble, une solidarité dans l'immeuble, une initiative permanente à travers le monde associatif. Nous le savons tous, qu'il y a des choses formidables qui se passent dans les cités HLM et qui aussi sera le délégué, sera le porte-parole de ces initiatives merveilleuses qui font que nous pouvons tous vivre ensemble. Merci infiniment. Ce sera le mot de la fin de cette table ronde. Applaudissements pour les 5 participants. Et vous pouvez vous apercevoir qu'on a respecté autant que faire se peut le temps de parole qui vous était évidemment tout à fait naturellement imparti.